Hello à tous. Bonsoir. Alors, Thomas, je t'entends pas. Tu m'entends là? Je sais pas si tu as bien activé ton micro. Tu m'entends là? Alors, attends. Ah, les autres m'entendent, donc ce n'est pas moi. Ouais, non, c'est moi, je vois que c'est mes écouteurs qui. Non, c'est bon. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, trop contente de te recevoir, Thomas. Je suis trop heureuse de t'accueillir ce soir pour que tu puisses discuter avec nous de ton expérience, notamment sur Node. Yes. On va démarrer tout de suite. Je pense que les gens vont arriver un peu au compte-gouttes. Alors, Yes. très rapidement, je me représente, puis après, je te laisse la parole. Pas de souci. Nous, on a créé, donc moi, c'est Claire, j'ai créé avec Thibaut et Raphaël un réseau de développeurs juniors qui s'appelle le réseau Modulo. Et l'objectif de ce réseau, c'est de faciliter l'insertion des devs juniors sur le marché du travail. Et notamment les devs qui sont reconvertis, parce qu'on sait qu'il peut y avoir quelques difficultés. Et donc, l'un des axes qu'on explore, notamment, c'est de se frotter aux experts du marché du travail, notamment pour s'imprégner un petit peu des bonnes pratiques et de comment est-ce que, quelle stratégie on met en place pour devenir un bon dev par la suite. Voilà, Thomas, donc si ça te va, et ben écoute, tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu comment toi, tu es tombé dans la marmite du développement et pourquoi tu t'es spécialisé sur Node et ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Je vais essayer de faire simple parce que c'est vrai que le parcours est quand même assez long, mais je vais simplifier. Mais effectivement, j'ai commencé le développement à 10 ans. C'est mon frère qui m'a introduit, qui m'a vraiment appris à développer. Les bases, c'était du HTML, CSS à l'époque. Hein. J'ai commencé par très très simple, mais ce que je m'intéressais, je voulais faire des petits sites web. Lui, il commençait déjà à développer des choses, donc ça m'a intéressé aussi. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Ça m'intéressait de faire des petits sites web pour des projets personnels que j'avais avec des équipes de jeux vidéo, des choses comme ça, enfin des projets qui étaient perso. Et donc j'ai un peu commencé comme ça. Donc je suis très vite tombé amoureux. Et donc très très jeune, je savais que je voulais devenir développeur. Enfin, moi, ça a été vers mes 12-13 ans, je savais, vu que je faisais déjà pas mal de développement, que ça allait être mon métier plus tard. Et voilà, donc j'ai orienté mon cursus un peu sur ça, ou en tout cas j'ai essayé, parce que bon, j'ai un peu arrêté l'école très très rapidement pour me focus sur le développement. Mais voilà, Node.js, j'ai commencé il y a 7 ans, parce que j'ai vraiment découvert Node.js et je faisais déjà du JavaScript depuis 11 ou 12, enfin, depuis déjà des années. Et je suis vraiment tombé amoureux de Node.js et dès les débuts, je me suis dit, putain, j'aimerais bien travailler avec ça. À l'époque, il n'y avait pas trop de boulot, j'avais pas encore mon diplôme, donc je savais pas trop. Donc, mais je me suis vraiment mis à fond sur Node.js et ça a payé un peu plus tard, puisqu'il n'y avait pas beaucoup, il y a encore quelques années, en fait, trouver du Node.js, c'était quasiment mission impossible. Donc, quand ça a commencé, bah, finalement, j'étais déjà un petit peu dans cette expertise, on va dire, même si j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Mais vu que j'avais à titre personnel déjà quand même 6 ou 7 ans de projets et de choses, en fait, j'étais pas non plus nul, donc j'ai commencé directement comme ça parce qu'il y avait des opportunités et le besoin d'avoir des gens. Et voilà, j'ai fait mon parcours, comme certains le savent, bah voilà, j'ai fondé il y a des années une communauté JavaScript parce que je trouvais qu'on n'avait rien justement. J'ai fait ça en même temps que Discord est sorti, donc ça remonte à un petit moment. Mais on a monté directement un Discord et c'était un peu un coup de tête, un gamin qui monte un Discord en mode bon, on va faire un truc. Et puis aujourd'hui, bah, c'est devenu la communauté la plus active. Et voilà, bah, sur le côté, bah, je suis devenu aussi collaborateur Node.js parce que c'était un peu pour moi le saint Graal de me dire si je peux devenir. Enfin, j'ai toujours voulu devenir expert et j'ai toujours kiffé Node.js, donc forcément être collaborateur, c'était quelque chose qui représentait quelque chose d'assez grand, un objectif pour moi. Donc je le suis devenu sur quelque chose où je pouvais apporter, on va dire, mes contributions, en tout cas mon expertise et enfin où je pouvais apporter quelque chose, quoi, parce que je doutais quand même de pouvoir apporter quelque chose sur certains aspects. Mais voilà, donc j'ai réussi après plusieurs années de travail. Et voilà, sinon, voilà, les gens me connaissent aussi maintenant pour faire beaucoup de posts et parler de mes projets depuis des années. Je fais beaucoup d'open source. Euh,
Maintenant, on peut même dire mainteneur open source, parce que voilà, je gère des projets, on contribue avec plusieurs personnes. Donc voilà, à peu près aujourd'hui pour résumer simplement. Mais évidemment, après, le parcours en entier est un peu plus long avec beaucoup Oui, d'entreprises, beaucoup de choses. j'imagine. J'imagine. Et est-ce que tu peux nous dire, alors déjà, pourquoi tu t'es dirigé vers Node plutôt que vers d'autres langages de bac? En fait, je travaillais déjà sur pas mal de langages. En fait, moi, c'est vrai qu'en termes d'expérience, très jeune, j'ai commencé par PHP. En fait, j'ai pas vraiment commencé par JS, ou en tout cas, j'ai commencé, mais plus du côté front quand j'ai fait du JS pour mes pages web, en plus de HTML, CSS. Donc, c'était pas vraiment, j'irais pas dire que je faisais plus du DOM avec des petits éléments, mais je faisais beaucoup plus de PHP. Et plus le temps a passé dans le cadre de mes missions, de mes formations, j'ai aussi fait d'autres langages back. J'ai fait beaucoup de Lua, de Perl, j'ai fait du Java, j'ai fait du C. Donc en fait, j'avais déjà, quand j'ai commencé Node, je faisais déjà beaucoup de langages et j'avais découvert pas mal de choses. Et dans tout ce que j'avais découvert ou tout ce que je testais, Node.js, ça me parlait vraiment beaucoup. Enfin, Node.js, JavaScript aussi, forcément, parce que je faisais déjà du JavaScript. Mais là où j'étais le plus amoureux, c'était la communauté à l'époque, comment les gens se comportaient, les ressources qui étaient partagées, tout ça, ça a été vraiment. C'était plus l'ambiance, etc., qui a fait que je me suis dit, moi, je veux faire du Node.js, c'est un truc que je trouve vachement cool. Et puis en plus, je faisais déjà du JavaScript, donc je me suis dit, let's go, ça m'a l'air super cool. Et j'ai eu, je sais pas, c'était un coup de foudre, je ne saurais même pas l'expliquer de manière exacte. Je me suis dit, ouais, juste let's go, j'ai envie de devenir expert sur cette techno. Et d'ailleurs, ça a été quasiment dès les débuts. Je savais que je voulais devenir expert et ça a toujours été mon objectif. Et je pense que c'est une des raisons que j'ai sorti ce document, etc. C'est parce que j'ai toujours travaillé énormément, un peu dans cet objectif de dire je veux être expert, donc il faut que je sois capable de prouver que j'en ai les compétences et que pas juste les compétences à un moment T, mais plus une mentalité de travail et une façon d'agir, etc. pour les entreprises, pour montrer, malgré ma faible expérience et professionnelle, je veux dire, etc., que je puisse quand même travailler dans ce domaine, puisque je voulais en faire quand même mon métier, puisqu'à l'époque, je ne travaillais pas sur Node, je travaillais sur d'autres technos et ça ne me convenait plus. En tout cas, j'ai commencé dans d'autres technos, mais moi, je voulais faire du Node vraiment. Donc voilà, ça m'a poussé vraiment à travailler à fond sur Node, quoi. D'accord. Et du coup, tu as appris tout seul, en fait. Oh oui, Node.js, j'ai appris tout seul, ouais. Et tu as appris Complètement comment tu apprends tout seul Node.js? en galérant. Non, mais D'accord. oui, là, il y a un cross entre la communauté, finalement, monter une communauté, avoir des gens pour partager, discuter, c'est super important finalement parce que si vous êtes au début où on n'était pas le nombre qu'on est aujourd'hui, évidemment, mais on était peut-être 20 actifs et déjà, c'est super utile parce que on s'échange les façons de développer, nos idées, et donc on évolue déjà là-dessus parce qu'on se dit, ah, lui, il code comme ça, c'est intéressant, ou il a une opinion comme ça, et puis si on est assez mature, donc en tout cas, on est dans une communauté mature. Nous, c'était le cas. Moi, j'ai toujours voulu une communauté mature où on n'est pas dans des débats de gamins, etc., justement. Et c'est pour ça que je l'ai axé que sur JavaScript, d'ailleurs, ma communauté. Je n'ai pas voulu faire comme d'autres communautés qui font plein de langages et où finalement les gens se bataillent un petit peu. Moi, je voulais vraiment focus là-dessus et avoir de la valeur. Et donc ça a été super important. Ouais. D'ailleurs, je le dis dans mon document, je les remercie parce que je dis, ce document, il ne serait pas possible sans cette communauté parce que la moitié de ce qu'il y a dedans, je dois les ressources et les choses aux gens qui sont dans la communauté, enfin les experts avec qui j'échange, parce que certains d'entre eux, j'en ai connu qui étaient juniors et qui sont aussi probablement devenus experts comme moi aujourd'hui, tu vois. Donc, je les remercie pour tout ça, quoi. Donc ça, c'est une grosse part. Et après, évidemment, c'est galérer, hein, faire des projets. J'ai toujours fait beaucoup de projets. Donc finalement, c'est faire des projets, se prendre des murs, apprendre, lire la doc, parce que c'est ce que font pas beaucoup de monde, lire la doc. C'est grave utile. Et quand tu dis faire des projets, c'est des petits projets à côté que tu fais ou Ouais, ça peut être des petits projets. Alors moi, j'ai toujours eu plein d'idées en tête, donc moi, je suis comme ça depuis petit. Comme je t'ai dit, j'ai commencé comme ça dès 10 ans à vouloir faire des projets. Donc si tu veux, moi, j'ai jamais eu trop ce problème de tiens, j'ai pas l'idée du projet puisqu'en fait, j'en ai même beaucoup trop. Et donc ouais, j'ai toujours essayé de faire des projets ou des choses comme ça, et notamment des projets avec d'autres personnes. J'ai toujours un peu apprécié aussi le côté se lancer dans des projets avec d'autres personnes qui sont chauds. Ce qui est positif d'ailleurs professionnellement parce que
c'est aussi bien de travailler sur des projets en dehors de l'école, c'est-à-dire en dehors d'un cadre où tu es obligé de le faire, plus ou moins, mais de le faire volontairement parce qu'on s'ouvre à d'autres problèmes, quoi. Parce que faire des projets avec les gens, c'est se mettre d'accord sur les idées, chacun a sa propre envie, ses propres choses. Donc, on se retrouve un peu comme dans un vrai projet où chacun a. Enfin, tu vois, il faut gérer un peu tout ça. Donc là, pour le coup, sur ton CV, tu peux mettre travail en équipe, tu vois, et puis tu peux en parler et c'est pas des conneries, quoi. Et comment tu trouves les personnes avec lesquelles tu veux faire des projets comme ça? À l'époque, c'était Open Classroom. On passait beaucoup sur Open Classroom, sur les forums. Mais aujourd'hui, je dirais les communautés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les forums et tout, c'est plus trop d'actualité, je pense. Enfin, c'est plus le vecteur principal. À l'époque, c'était plus le cas. Il n'y avait pas encore Discord quand moi j'ai commencé, on travaillait là-dessus. Mais ouais, des amis aussi, dans notre entourage. Moi, c'est vrai que des développeurs avec qui je travaille encore, c'est des amis qui sont de longue date en fait. Et il y en a qui sont devenus développeurs parce que moi-même, je faisais du développement, ça les intéressait. Donc, il y en a aussi dans le tas comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, ce serait surtout les communautés Discord où on échange beaucoup et les gens peuvent se retrouver entre développeurs. Il y en a beaucoup des communautés. Donc, aujourd'hui, c'est plus simple, je pense, vis-à-vis de ça, quoi. Ouais. Et alors, j'ai une question du coup dans le chat sur les projets. Est-ce que t'en as pas eu marre à un moment de faire des projets entre guillemets fictifs qui n'ont pas vraiment d'aboutissement, même si ça reste un bon moyen d'apprendre et de se former? Non, parce que justement, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, essayez d'imaginer un projet qui n'est pas fictif. Justement, c'est un des problèmes que beaucoup. D'ailleurs, il y en a qui galèrent un petit peu, mais je leur dis, essayez de réfléchir à quelque chose qui vous donne vraiment envie. En fait, même si à la fin, peut-être, ce ne sera pas vraiment utile. Je veux dire, des échecs. Moi, j'ai une réussite sans échec. Enfin, je veux dire, il ne faut pas s'attendre non plus à pondre le projet de l'année à chaque fois que vous faites un projet, évidemment. Mais ouais, s'investir sur un projet qu'on aime bien et pas subir comme beaucoup. Il y en a qui vont se dire je vais faire une to-do list parce qu'au fait, finalement, je n'ai pas d'idée et je vais faire un truc par défaut. Mais ça peut, moi je le dis souvent, ça peut être vite problématique de ne pas travailler justement sur un projet qui vous donne envie. Parce que si ça vous donne envie, déjà, c'est une idée que vous allez devoir réfléchir comment vous allez réaliser le projet que vous avez envie de faire. Parce que peut-être qu'il y a un aspect technique dans ce projet que vous avez envie, que vous allez devoir résoudre. Parce que là, tu vois, c'est la différence en fait avec un projet un peu bateau qu'on te donne, qui est tout fait sous le papier. Ce qui fait que soit tu as déjà regardé des tutos pour une to-do list, ou en fait, finalement, tu vas dériver sur plein d'autres choses, ce qui fait que le travail que tu vas aboutir, c'est pas comme un vrai ingénieur ou un vrai développeur qui va devoir galérer, en fait, trouver des réponses, être un peu dans le doute, tenter, échouer, recommencer. Et voilà, en fait, ce qu'on est amené quand même en tant que développeur à faire dans nos projets. On arrive dans une entreprise, on a un problème, il faudrait le résoudre. Ça arrive souvent comme ça. Et puis, il n'y a pas de spécification des fois, il n'y a pas de doc. Parce que voilà, on n'est pas toujours dans la meilleure équipe au monde qui fait tout parfaitement. Donc, on se retrouve avec ce qu'il y a en existant et on doit se démerder et on n'a pas de clé secrète. D'ailleurs, souvent, les juniors sont choqués de là-dessus parce que ils arrivent, ils disent mais tu sais pas faire ça. Et je leur dis non, je vais ouvrir une doc, on va voir. On va regarder comment faire. Et ça les choque parce qu'ils se disent on pensait que tu savais déjà. Et fait non, comme toi, toi-même, tu peux faire le truc, tu travailles, tu cherches la solution. Et en fait, c'est pas parce que je fais du dev depuis 17 ans que j'ai la réponse. Peut-être que toi, tu as la réponse, peut-être que je l'ai pas, tu vois. Donc, après, forcément, l'expérience fait que moi, ça fait 17 ans que je galère, donc j'ai l'habitude. mais tu vois, il y a ce côté-là. Donc, effectivement, quand tu fais ton projet, ce côté-là, faire un projet un peu sérieux, et même s'il y a des gens qui veulent faire avec vous, c'est ultra positif, quoi. Moi, pour donner un exemple, moi, quand j'ai fait mes études, j'avais un de mes collègues qui était avec moi pendant mes études et pour s'amuser, on a fait du jeu vidéo. En fait, nous, on aimait beaucoup le jeu vidéo. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas du développement de jeux vidéo? Et j'ai commencé, j'étais nul, je suis nul en maths. Enfin, les gens pourraient se dire, ouais, mais toi, tu es un génie. Mais en fait, on a commencé, on était rincés, on ne savait rien faire. Parce que il ne faut pas imaginer qu'on avait le niveau qu'on a aujourd'hui. Et puis, on s'est essayé. Moi, je voulais faire du multijoueur. Donc, ça m'a obligé. Je me suis dit, tiens, il y a ce truc de WebSocket. C'est quoi ce truc-là? Comment ça marche? Et puis, on va au-devant des problèmes. Et puis, on a fait des choses. Et pour l'anecdote, c'est ce qui m'a permis d'avoir ma première mission d'expertise. Le gars, il a vu les jeux. Il a dit, putain, trop cool ce que vous avez fait, les gars. Vas-y, je te prends direct, quoi.
Ok. Et c'est ça, c'est tout simplement. Et puis, il y avait Bah, le c'est côté sûr que travail en équipe. si tu peux montrer des projets, tu montres un peu ce que tu sais faire, c'est quand même, assez vendeur auprès des entreprises. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça me fait, penser une question. Aujourd'hui, tu vois, quand, bon, on sort d'école, de code, assez courte, de programmes assez courts, Mmh. voilà, Node, on l'a vu, plus ou moins en détail. Très souvent, donc ça se limite à faire, des API, CRUD avec Express. Donc ce que pense que enfin, parfois on pense que Node, c'est juste ça. Est-ce que tu Mmh. peux nous dire un petit peu, quand on sort d'école, ce qu'on doit faire pour devenir meilleur en Node? Ouais. Alors déjà, ça vaut pour autre chose que Node. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les formations courtes, ça concerne surtout JavaScript. Donc, ce sera beaucoup ceux qui veulent faire du Node ou du full stack ou du front. Donc, c'est un constat que je dresse quand même pour mon écosystème à moi. Mais effectivement, les formations courtes, bon, soit elles vendent un peu de rêve, soit vont mal vous préparer. Donc, déjà, je pense que c'est important quand vous en sortez de savoir que vous allez devoir travailler. Souvent, c'est pas, enfin, si vous faites 3, il y en a qui font de 3 à 6 mois. Même 6 mois, c'est largement insuffisant pour travailler un tas de choses, d'autant plus que peut-être que le formateur, moi j'en ai beaucoup, hein, et j'en ai vu beaucoup et j'en ai discuté, il y a des formateurs, c'est des juniors en fait, hein, ils sont sortis de la formation d'avant vous. Donc autant vous dire qu'en termes de pédagogie et de niveau technique, ils ne vont pas vous apprendre grand-chose. En tout cas, ils ne vont pas vous préparer au marché du travail. Donc ce qui est sûr, c'est travailler personnellement. Comme avec mon doc ou d'autres ressources éventuellement. Là, je parle de mon doc parce que forcément pour Node.js, c'est quand même bien tombé. Mais effectivement, travailler à titre personnel, c'est super important et d'aller ne pas se cantonner à ce que la formation vous a donné parce que malheureusement, il y a des reconvertis. Ils se disent, bah, j'ai suivi une formation, puis j'ai fait un projet à la fin. Donc, en fait, j'ai pas besoin de montrer plus. Et en fait, bah, non, c'est une erreur critique. Si vous faites ça, il y a quasiment 100% de chances que vous n'allez pas trouver de boulot après. C'est la triste réalité. Et même ceux qui travaillent des fois quand même pas mal derrière ont vraiment du mal. Donc, c'est loin d'être simple. Donc, se préparer à ça, c'est super important déjà pour commencer. Et parce que malheureusement, bon, bah, je discute avec les gens et des fois, les gens ne réalisent pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont un peu dans le déni de ce truc-là. Et donc, déjà, on ne peut pas bosser sur la partie technique qui va après si on n'est déjà pas prêt à se dire qu'il faut le faire, quoi. Donc, c'est important. Et après, effectivement, sur les ressources à travailler après, c'est ce que je dis dans mon doc. Pour Node.js ou même le front ou full stack, il faut travailler JavaScript en premier lieu. Vous allez faire du JavaScript H24, il faut bosser sur JavaScript. Il faut faire du JavaScript, du JavaScript. J'ai une anecdote d'un stagiaire, d'une personne qui avait fini une formation de 6 mois. Il est venu, il m'a dit, bah, je sais faire des composants React, je sais faire plein de trucs. Je lui ai posé, parce que moi je fais des petits entretiens qui sont très très simples d'ailleurs, parce que je veux juste vérifier des choses très basiques. Et je lui ai demandé de mettre une clé dans un objet et il m'a dit je ne sais pas faire. Et je lui ai dit bah, en 6 mois de formation, si tu ne sais pas faire ça, c'est que tu n'as pas été assidu, tu n'as pas travaillé correctement. Donc ça ne peut pas le faire pour une équipe professionnelle où le niveau qu'on va lui demander d'assiduité est 50 fois supérieur. C'est pas possible parce que je ne peux pas admettre qu'on puisse faire. Et donc ça, bah, on revient à ce que tu disais que pour React ou pour Express, bah, les formations, des fois, elles vous disent bah, on vous apprend à faire un truc en vous montrant Express, mais ça n'a aucune valeur. En tout cas, ça a très très peu de valeur parce qu'on ne vous apprend pas les fondations. Et la fondation première, bah, quand vous faites du Express, vous écrivez du JavaScript. Donc déjà, si vous êtes en galère sur JavaScript, bah, en fait, vous avez raté 90%, vous allez 90% du temps, vous n'êtes pas en galère sur Express, vous êtes en galère sur JavaScript. Parce que bah, forcément, vous passez votre vie, surtout en back-end, vous passez votre vie à écrire du JavaScript. Donc, avoir une bonne fondation en JavaScript, c'est la base. Et je dirais que c'est un peu la même pour le front, même si c'est un peu mitigé en front, parce que forcément, le front, il y a du HTML, CSS, il y a beaucoup d'autres composantes, directes, on va dire, qui vont splitter votre métier. Donc, vous avez plus de choses à apprendre. En tout cas, c'est plus diversifié. Alors qu'en back-node, JavaScript, c'est majeur, quoi. C'est vraiment quelque chose de très majeur. Donc C'est ça, c'est marrant, bon. Ouais. Non, pardon, vas-y, je te laisse finir. Et après, effectivement, bon, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui le disent, mais dans tous les écosystèmes, vous dire de vous propulser dans un framework et vous dire, bah, tenez, apprenez que ce framework. Typiquement, par exemple, les formations, elles apprennent. Moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, on se bat dans les communautés, on se bat avec ces centres de formation parce que leur pédagogie, on la trouve nulle. Désolé pour eux. Mais ils apprennent aux gens à faire du express. Le premier cours, ça devrait être
qu'est-ce que HTTP? Comment on fait de l'HTTP? C'est quoi le protocole? Vraiment des fondations, sans rentrer dans quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'un GET? Qu'est-ce qu'un POST? Parce qu'aujourd'hui, on leur dit, ah tenez, il y a Express, alors il y a des middleware et tout, mais tout ça, ça ne va pas les aider. Ça ne leur donne aucune fondation. Demain, ils sont sur un autre framework, un autre outil. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas appris les fondations et donc ils vont galérer parce que ils vont essayer d'apprendre de ce qu'il y a par-dessus sans apprendre la base et c'est pas une bonne idée parce que les frameworks, ça change et on le voit même en ce moment. Et voilà, donc apprendre la base HTTP. Et par exemple, sur Express, qu'est-ce qu'un middleware? Par exemple, c'est quoi la différence? Fastify, ils n'ont pas de middleware, mais ils ont des plugins. Mais il y a des grandes ressemblances. Donc, voyons à quoi ça correspond, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ces choix-là. Comme ça, demain, vous êtes sur un troisième, un quatrième, un cinquième framework. Et en fait, vous avez compris la base, vous avez compris la technique. Et en lisant la doc pendant 10 minutes, vous serez productif sur ce framework. Parce que vous avez compris ce qu'il en va derrière. Et donc ça, pour moi, c'est ma façon de faire de la pédagogie, de former mes juniors, par exemple, ou mes stagiaires. Je vais travailler sur ça. Et d'ailleurs, la plupart, au bout de 3 semaines, ils nous disent « Putain, mais en fait, on n'a rien appris. Les mecs, ils étaient perchés, quoi. Ils nous ont appris que des conneries. » Et je dis « Bah ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. » Donc ouais, apprendre ces fondations-là. Et c'est pour ça que dans mon doc, j'ai fait des sections assez précises sur tout ça, notamment HTTP, etc., pour essayer quand même d'apporter quelques billes, même si après, faut creuser bien plus que ça. Moi, encore une fois, dans mon document, je m'improvise pas vulgarisateur non plus. Enfin, je donne des références, mais il faut creuser, il faut que chacun creuse aussi de son côté, dans les communautés, etc. Et c'est marrant, ça me fait penser, je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai ouvert ton document la première fois, je pensais que j'allais principalement trouver des infos sur Node. En fait, tu vois, quand on déroule, on commence à trouver pas mal d'infos sur JavaScript, même, je crois qu'à un moment, tu parles même de TypeScript avant Node. Et au bout d'un moment, tu arrives à Node. Et en fait, on voit bien que être un bon développeur Node, ça s'insère dans tout un paradigme, en fait. C'est pour ça que j'ai mis, en fait, c'est d'ailleurs l'ordre des sections, elle est importante, c'est parce que en fait, beaucoup me disent comment je deviens un excellent développeur Node.js. Je leur dis déjà, tu deviens un excellent développeur JavaScript pour commencer. Parce que si tu peux pas être un excellent développeur Node.js. Moi, voilà, je suis très fort en JavaScript parce que je passe ma vie à faire du JavaScript en Node.js. Donc c'est vraiment là-bas. C'est pour ça que cette section JavaScript, TypeScript, bon, parce que ça rejoint évidemment le langage JavaScript. Mais forcément, c'est avant, quoi. Il faut absolument voir. C'est la première chose que vous travaillez. Et ça, c'est important parce que beaucoup, justement, prennent ce mot-clé de Node.js. Il faut savoir distinguer qu'est-ce qui est de JavaScript et qu'est-ce qui est de Node.js, parce que ça va vous aider aussi quand vous cherchez sur Google. Si vous cherchez, je cherche à... Enfin, vous êtes en galère sur le JavaScript et en fait, vous cherchez plutôt Node.js, vous n'allez pas trouver les bonnes réponses non plus. Donc, bien comprendre ça, c'est aussi vous aider dans l'apprentissage finalement et dans la recherche. C'est clair. J'ai des questions dans le chat, justement, quelqu'un qui disait qu'il avait beaucoup de mal à trouver des ressources en français sur Node.js qui ne soient pas axées sur Express et le CRUD. Est-ce que tu as des ressources à conseiller? Je sais que tu en conseilles plein dans ton doc. Hein. Ouais. Effectivement, dans mon doc, il y a des drapeaux français, mais après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais par défaut. Je le dis dans le doc d'ailleurs. Malheureusement, si vous êtes développeur, c'est comme ça, mais il va falloir se mettre à l'anglais parce que malheureusement, 90% des ressources sont en anglais. Et effectivement, on a quand même des ressources en français, mais c'est vrai que pour certains frameworks, ça peut être compliqué. Elles n'y sont pas encore. Et après, c'est le boulot de gens un peu comme moi où effectivement, on essaye des fois de créer ces ressources-là qui manquent. Mais même des gens comme moi, j'ai tendance à faire des choses en anglais de base. Donc c'est vrai qu'il nous manque des ressources en français. Mais moi, c'est vrai que j'en référence pas mal quand même sur plein de notions. Mais forcément, elles vont manquer dans les frameworks, dans les choses comme ça. Il y en a qui vont manquer. Et évidemment, aujourd'hui, le français, comme en anglais, ça va se concentrer majoritairement autour d'Express. Ce qui, comme beaucoup le savent, pas mon plus grand plaisir. J'ai une autre question. Toi qui as commencé par PHP, que penses-tu de la structure de Node? Je pense au MVC que l'on retrouve en PHP et Node, mais j'ai souvent entendu dire que Node est réputé plus bordélique que PHP.
Ah bah ça, j'en parle dans mon document aussi. Enfin, j'en parle. Enfin, pour ceux qui auront un peu compris ce côté-là, en fait, c'est dans mon document, il y a un moment donné, je parle des frameworks qui sont low scope et des frameworks qui sont high scope. Typiquement, high scope, ça va être du Nest.js ou du Adonis. Et donc, effectivement, cette réputation qu'on se traîne en Node.js de on n'est pas assez structuré, c'est parce qu'en fait, en Node.js, ce qui domine, c'est le low scope des frameworks comme Express. En fait, c'est Express qui a lancé ça. Mais aujourd'hui, par exemple, Fastify, c'est la même chose. Et en fait, c'est des frameworks qui vous laissent beaucoup de liberté dans la façon dont vous construisez votre code. Donc, effectivement, il y a cette image déstructurée, que les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais vous avez des frameworks comme Adonis où vous avez une structure bien définie, des composants bien définis, des règles, de l'inversion de dépendance, voilà, tout ce que les gens vont être habitués à retrouver dans des frameworks comme Laravel, Ruby on Rails. Et donc, finalement, c'est pas tant Node.js, finalement, c'est les outils qui vont avec la technologie, comme en Python, vous avez Flask, vous avez Django, mais finalement, ça définit pas que les projets en Python, si vous faites du Flask, sont déstructurés, par exemple. Mais effectivement, c'est une réputation qu'on se traîne en Node.js parce que beaucoup de développeurs qui ont fait probablement uniquement du Node.js, ou parce qu'on est nombreux aussi, hein, il y en a beaucoup de développeurs JavaScript, et ben, il y a beaucoup vendent ça comme la seule solution qui existe dans l'écosystème. Et dans mon doc, c'est pour ça en tout cas, on essaye de présenter ça de manière un peu différente pour dire, bah, regardez, en Node.js, vous avez aussi moyen d'avoir des équivalents de Laravel, Ruby on Rails. Enfin, on peut faire tous les écosystèmes comme ça, hein, tous les frameworks majeurs de ce type-là dans chaque écosystème. Et donc, nous aussi, on a nos équivalents en Node.js. Donc, si c'est quelque chose qui vous appréciez, par exemple, en PHP, bah, moi, si quelqu'un me dit, bah, moi, je fais du Laravel en PHP, je voudrais la même en Node.js, et bah, je vais lui recommander forcément un équivalent dans Node.js. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens font. Les gens, aujourd'hui, ils recommandent quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'aura rien à voir avec ce que les gens recherchent en termes de valeur apportée. Et forcément, il y en a qui sont un peu déçus parce qu'ils commencent Node.js en fait en découvrant quelque chose. Alors, des fois, ils aiment ça, hein. Moi, j'ai grave kiffé quand j'ai commencé, mais je faisais pas vraiment de la Ravel et tout. Déjà, c'est PHP d'une autre époque, hein. Je crois qu'il n'y avait même pas PHP 4 quand j'ai commencé, donc c'est une autre époque, effectivement. Mais voilà, par exemple, voilà, j'étais pas déjà un grand fan de Symfony, donc c'est vrai que moi, il y a des choses qui m'ont plus parlé en Node.js. Donc après, c'est comment on découvre l'écosystème Node.js, enfin JavaScript de manière générale, parce que JavaScript, il y a tellement de choses que vous pouvez commencer par un endroit et en n'être pas fan, mais être amoureux complètement de quelque chose d'autre. Et c'est pareil pour le front. Il y a tellement de frameworks et c'est la même chose en back. Il y a plein de façons de développer, il y a plein de façons d'approcher les problèmes. Et donc, il faut juste être conseillé correctement par des gens qui vont vous dire, si vous cherchez plutôt ça, allez voir là-dessus. Et effectivement, je pense que les gens aimeront un peu plus l'écosystème Node.js s'ils commencent par là, quoi. Après, ils pourront toujours avoir leurs critiques, évidemment, hein. C'est différent. Chaque écosystème a aussi ses différences et ses forces, ses faiblesses, etc., quoi. Et toi, du coup, aujourd'hui, j'avais vu dans ton doc que Express, tu recommandais moins. Enfin, en tout cas, toi, tu travaillais moins dessus par rapport à d'autres frameworks qui étaient peut-être aujourd'hui plus pertinents. En fait, c'est le truc, c'est ce que j'explique aux gens. J'ai commencé par Express, moi. J'ai commencé en 2013. Je veux dire, il y avait quasiment que Express d'ailleurs. Donc, c'est un framework qui a été super cool pour l'époque et il a fait son temps. Mais effectivement, aujourd'hui, le problème avec Express, c'est que si tu veux, tous les juniors et tous les gens qui débutent dans le domaine, ils font des articles et ils parlent d'Express. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux écoles. C'est que les gens ils disent oui, mais c'est le choix le plus populaire. Mais non, c'est pas. En fait, c'est parce que on a tellement. Je crois que cette année, on a combien? On a peut-être plusieurs millions de nouveaux développeurs JavaScript. C'est juste incroyable dans JavaScript. On a un afflux au travers le monde de développeurs JavaScript qui est incroyable et les gens n'arrivent pas à comprendre que aujourd'hui, ce sont les juniors qui définissent la trend et que forcément, c'est eux qui écrivent des articles. Enfin, c'est les débutants qui vont écrire les articles et du coup, on se retrouve avec Express qui reste à sa première position alors que le framework est mort, ne répond plus en termes de style de code, ne répond plus aux besoins qu'on a aujourd'hui. Et ça date pas d'hier, en fait. On avait commencé à arrêter Express en 2016, mais c'est plus facile pour nous qui sommes dans l'écosystème depuis des années, puisque nous, on a vécu la transition à l'époque en 2016-2017. En fait, finalement, nous, on avait tous changé de framework parce que Express, voilà, on savait que c'était un peu mort. Le créateur d'Express s'est barré. Il est parti faire du Go. Donc,
il y a eu ce côté-là où on a évolué un petit peu, nous, sur les frameworks, mais les débutants qui débarquent, où ils voient que Express, eux, ils n'ont pas l'historique de pourquoi on fait plus comme ça, pourquoi on travaille plus comme ça, quelles sont les raisons, les genèses. Et effectivement, il y en a qui comprennent pas tout ça, qui vont se dire, bah, non, mais en fait, finalement, c'est que de la hype parce que vous allez sur les nouveaux frameworks, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, effectivement, on a des frameworks comme Fastify, par exemple, qui sont ultra bien maintenus. Il y a une quinzaine de contributeurs core, la sécurité optimale, les performances sont optimales. Et donc, qui sont des bien meilleurs outils qui permettent de faire des tests aussi, des tests, tout un tas de choses qui sont implémentées. Enfin, je pourrais continuer comme ça pendant. Là, je pourrais en faire un talk entier de ça. Mais il y a d'autres outils aussi. Là, je parle de Fastify, mais ça ne répond pas à tous les besoins. Vous avez Adonis, Nest. Voilà, et chacun a ses forces, ses faiblesses. Mais en tout cas, c'est des outils qui sont maintenus, modernes, avec des collaborateurs qui sont actifs. Et qui restent pas dans le passé. Et donc, effectivement, moi, aujourd'hui, professionnellement, je ne retravaillerai plus jamais avec Express. Enfin, je veux dire, c'est même pas... j'en suis incapable professionnellement. Moi, si vous me donnez Express, je vous dis, mais vous ne travaillez pas sérieusement. Vous ne faites pas du travail sérieux, en fait. Mais tu vois, c'est difficile de faire... Enfin, c'est pas que c'est difficile, mais effectivement, pour ceux qui sont débutants et qui vont lire que des ressources sur Express, c'est difficile de se rendre compte d'un point de vue ingénieur sérieux qui fait des tests ou avec des problématiques, par exemple, comme du monitoring, du login, de comprendre à quel point les outils modernes répondent super bien à ces problèmes, là où avant, on avait plein de problèmes avec Express et on en a toujours. C'est pour ça que moi, je ne retravaillerai plus jamais avec Express dans un contexte. Enfin, une entreprise qui a Express, pour moi, je vais leur dire, vous avez une dette technique incroyable, il faut repartir. Non, voilà, c'est une prise de tête dès le début, mais c'est un problème, c'est une dette technique aujourd'hui et on va continuer. Nous, on gueule. Enfin, aujourd'hui, les gens se disent, ah, vous êtes un peu méchant, mais en fait, on gueule, mais parce que ça fait 7 ans qu'il est mort, ce framework. Enfin, ça fait 7 ans qu'on est passé. Et aujourd'hui, le problème, c'est que moi, en tant qu'expert, c'est mon boulot d'aller maintenir tout ça. Donc, moi, ça me fait pas trop rire. Et tous les experts, ça leur fait pas rire parce que c'est notre boulot d'aller maintenir tous ces trucs-là. Et donc, quand on nous appelle en mission et que on se retrouve avec des codes, avec des callbacks qui ont été faits comme si on était en 2015, on n'est pas content. Enfin, on se dit, on n'a pas envie de travailler là-dedans. En fait, c'est pas ce qui nous intéresse. On n'a plus envie. Je veux dire, là, en 2022, on n'a pas envie de revenir en 2015, surtout au JavaScript. C'est clair que revenir en arrière, on n'a pas trop envie. Donc ouais, c'est un des problèmes de l'écosystème. J'ai une question d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de Nest qui se base par défaut sur Express? Pareil, en vrai, si vous faites du Nest, partez plutôt avec la base sur Fastify, puisqu'ils l'ont. Ils ont ce choix qui est possible. Donc moi, je vous le conseille fortement. Après, je ne veux pas rentrer dans un débat, etc., parce qu'effectivement, Adonis ont une vision un peu différente de Nest. Et moi, je suis plutôt pour la vision d'Adonis, la mentalité qu'Adonis en tant que framework, que je trouve beaucoup plus sérieuse à bien des égards en termes d'architecture, même si Nest est très bien. Mais moi, ce côté, on crée un framework par-dessus Express, c'est ce que tout le monde a essayé de faire. Mais je trouve pas ça, je trouve ça complètement ridicule. Je trouve pas que ce soit viable au long terme. En tout cas, je pense que ça deviendra un gros problème. Bon, en tout cas, si vous faites du Nest, partez sur une base Fastify. Je le dis dans mon document aussi, d'ailleurs, je pense. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, c'est vrai qu'en termes d'opinion, je préfère très largement l'approche qu'a Adonis dans sa façon d'imaginer le framework, de l'évoluer avec les choix techniques, le sérieux des mainteneurs, etc. Même bon, après, Romain est un peu particulier. Pour ceux qui connaissent, des fois, il peut être un peu sec. Mais en tout cas, je trouve ça beaucoup plus... Enfin, c'est mon opinion à moi après. Hein, mais voilà. Ok. Mais aussi, bon framework. Et c'est marrant tout ce que tu dis parce qu'effectivement, tu vois, quand tu es élève dans une école de code, tu as tendance à simplement faire confiance aux formateurs et tu penses qu'on t'enseigne les dates. Ah. C'est quoi? Ouais, bah en oui. Fait, non. Et en fait, non. J'ai fait une reproche, mais d'ailleurs, il y a des écoles, moi, je leur ai fait une reproche parce qu'ils se vantent d'avoir une pédagogie de ouf. Et les gens, ils nous disent, oui, mais on vous écoute. Et moi, je leur ai dit, mais vos formateurs, ils sont pas dans les communautés, on les voit jamais, on discute jamais avec. Je fais, comment ça se fait? Et donc, nous, ça nous dérange beaucoup aussi parce que on est prêt à discuter, à être OK,
à avoir des dialogues, mais ce qui nous dérange beaucoup, c'est que ces gens-là, des fois dans les écoles, ils sont complètement déconnectés. C'est pas tant déconnectés de la réalité du marché, mais ils sont déconnectés des communautés et des choses comme ça. Donc ces gens-là, ils nous parlent même pas en fait. On n'a même pas de dialogue avec eux. Donc effectivement, ces formateurs, d'où ils tiennent leurs informations? C'est ma question que j'ai. D'où ils sortent leurs informations? Parce que c'est des gens, la plupart du temps, qui participent pas dans les communautés. Donc si vous participez pas, moi, en tout cas, pour être dans une communauté depuis des années, je vois même pas comment je pourrais être au fait de toutes ces informations-là sans cette connaissance et cette expertise de toutes ces personnes. C'est pas possible. Donc, j'ai du mal aussi à voir comment on établit une pédagogie que certains appellent de qualité, voire d'élite, avec des formateurs qui sont pas du tout, qui sont pas connectés avec le domaine, avec les experts qui nous parlent pas, qui pour certains n'ont même pas d'expérience professionnelle sérieuse. Donc, on se pose des questions, quoi. C'est un peu bizarre. Ouais. Justement sur ce côté communautaire, est-ce que c'est accessible aux développeurs juniors, ces communautés-là? Ou alors c'est vraiment des communautés d'experts et c'est un peu inaccessible? Non, c'est vraiment ouvert aux juniors. D'ailleurs, dans la communauté francophone, on a mis en place il y a très longtemps, bon, ça fait déjà des années, je me souviens même plus quand on a mis en place ça, mais on a mis en place un salon de débutants justement où parce qu'il y avait on voulait vraiment inciter les gens en mode, bon, si t'as pas trop confiance, tu te dis bon, c'est une question un peu bébête, vas-y, pose-la dans débutant. En fait, personne te juge ici, c'est pas important. Donc, on avait fait ça justement pour inciter. Après, c'est vrai que dans les communautés un peu sérieuses comme la mienne, il faut s'attendre aussi des fois à avoir des réponses un peu secs. En fait, des réponses qui sont pour moi honnêtes, parce que là où dans d'autres communautés, par exemple, vous venez avec un problème, les gens vont vous résoudre votre problème. Dans la note, ça va être plutôt, tu n'as pas compris, par exemple, tu ne maîtrises pas les promises, c'est pour ça que ton problème il est apparu. Donc, en fait, travaille les promises. Et personne ne va résoudre votre problème. Parce qu'en fait, les gens ils vont se dire, mais en fait, si tu ne travailles pas ça, demain, tu auras un deuxième problème, un troisième, un quatrième. Donc, en fait, on ne va pas t'aider sur ton problème. Retravaille les promises. Tiens, on te donne des ressources pour travailler ça. Et tu vas voir ton problème, tu vas le résoudre de toi-même parce que maintenant, en fait, tu vas comprendre pourquoi tu avais ce problème. Et donc, mais moi, c'est ce que j'estime justement une communauté sérieuse. C'est-à-dire que les développeurs, ils ne sont pas là juste bêtement à vous répondre à vos problèmes sans que vous ayez compris ou quoi que ce soit. Donc, il y a ce côté-là. Et donc, des fois, ça dérange quand même certaines personnes. Certaines personnes veulent la réponse directement et pas chercher. Et bon, ça, chez nous, c'est pas trop la baseline. Ça marche pas trop. Mais je comprends dans ta démarche un petit peu pédagogique que ça n'a pas de sens d'apporter une solution toute faite si tu as repéré que quelqu'un avait des lacunes, quoi. Lui pousser des ressources utiles, ça a beaucoup plus de sens. Pour l'anecdote d'ailleurs, parce que nous on avait fait un talk qui n'a jamais été publié parce que la record elle a été foirée, malheureusement, c'était dommage. Mais on avait eu justement cette discussion sur comment se comporter en tant que mentor dans une communauté, ces choses-là, les choses à ne pas faire. Et il y avait justement ce côté-là, être un peu plus rude avec les juniors ou les gens qui veulent, parce qu'on a des jeunes aussi, des très jeunes, pas forcément de carrière, mais qui ont 13, 14 ans et des fois c'est un peu plus difficile pour eux. Donc il faut aussi essayer de s'adapter à eux. Et parce que des fois c'est plus dur, eux ils veulent les réponses directement et des fois pas s'ennuyer. Mais le problème c'est que ça provoque des dégâts. Et moi j'ai une anecdote, j'avais quelqu'un que j'ai formé, que j'ai beaucoup aidé comme ça. Et le problème c'est qu'il a tellement été aidé à avoir des réponses qu'il en est devenu. En fait, ça devient une addiction pour certains. Il y en a qui ne savent plus chercher. En fait, ils veulent des réponses. En fait, ils prennent l'habitude, puisqu'ils sont dans des communautés, et ils vont commencer à jouer le jeu d'en poster sur plusieurs. Mais chez nous, ça ne marche pas parce qu'on est aussi plusieurs à être sur plusieurs communautés. Donc, en fait, quand vous faites ça, c'est pareil, vous allez vous faire striker par un mentor en mode tu viens de poser ta question sur 3 communautés, on n'est pas là pour ça. Et donc, du coup, il y a aussi tous ces comportements-là. Et il y a des gens, ils deviennent addicts à avoir des réponses et qui sont plus capables de chercher. Et moi, j'ai vu un développeur dans sa carrière, début de carrière, qui a été terrible et qui a galéré de ouf parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à l'aider et je ne l'ai pas laissé galérer assez parce qu'il y en a certains qui se disent vous ne nous aidez pas assez, vous n'êtes pas sympa, mais en fait, le côté vous laissez galérer et des fois être un peu plus rude avec vous, c'est pour votre bien en tant que développeur aussi parce que dans votre carrière, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous répondre la réponse en fait. Donc, vous allez devoir chercher et galérer. Donc, ça, dans les communautés, c'est important. Et donc, ça peut aussi définir qu'est-ce qu'une communauté sérieuse. Là où, dans d'autres communautés, on va simplement vous répondre bêtement et vous n'aurez pas compris, on ne va pas vous expliquer. Et c'est dommage parce que vous n'aurez pas
bah, demain, vous aurez le même problème et puis vous allez revenir avec votre question, quoi. Et c'est dommage. Ouais, non, mais ça tombe sous le sens, hein, quand tu racontes ça. Est-ce que tu peux juste nous redire le nom de la communauté, notamment dans lequel tu as le salon de débutants? Ouais, c'est l'ES Community. Si vous voulez, je vous envoie un lien dans le chat, hein, ça peut être. Qu'on trouve sur Discord, hein. Quoi? Qu'on Oui, trouve sur Discord. Oui, elle est sur Discord. Mais on a un code de conduite, hein. Si j'envoie le lien GitHub, c'est parce qu'il y a un code de conduite à lire, évidemment, avant D'accord. de la Avant rejoindre d'intégrer. avant de l'intégrer et se Avant que présenter. des imposteurs ne puissent rentrer. Non, mais on a effectivement ce code de conduite parce que D'accord. tout est clair sur si vous dépassez la ligne, elle est définie, les sanctions que vous allez prendre, tout est défini. Et c'est la même chose pour tout le monde. On est au même niveau. Ça nous évite, voilà, comme tout le monde est au courant. Et c'est pour ça, je dis, c'est une communauté sérieuse. On veut aussi que ça soit bien défini, toutes ces règles-là, quoi. Et donc, se présenter aussi. Il y en a qui gueulent aussi parce qu'il faut se présenter. Mais nous, on a toujours ça trouvé depuis le tout début de la communauté. Le moindre des respects, quand on arrive dans une communauté, de se présenter et dire qui on est, pourquoi on vient ici, parce qu'on a eu ce côté dans la communauté aussi, proximité entre nous tous, où on essaye de s'aider. Des fois aussi, on est plusieurs à se connaître super bien. En fait, ça fait des années qu'on est dans la communauté, donc maintenant on se connaît super bien. Donc il y a un peu ce côté-là, un peu, je dirais pas famille évidemment, mais forcément, le fait de se présenter, c'est la première étape de ça, plutôt que venir poser une question et repartir. Alors qu'on ne sait même pas qui est la personne, nous, c'est pas trop Non, notre je délire, en comprends. fait. Donc, on va se connecter là. Ok, il y avait une question tout à l'heure. Que penses-tu de Strapi? J'ai jamais travaillé avec Strapi, donc j'en pense pas grand-chose. Mais ça rejoint, pareil, mon doc sur les différents types de frameworks. Strapi, ce qui me semble, c'est un framework type CMS. Il y a différents types de frameworks qui répondent à différents types de besoins. Moi, j'ai jamais eu le besoin de travailler avec Strapi. Donc, pour le coup, c'est pareil. Ça ne se compare pas, par exemple, avec d'autres frameworks comme Adonis ou Fastify. Ce n'est pas les mêmes besoins comparé à des frameworks qui vont être purement back-end. Là, Strapi, il y a vraiment un besoin initial. Ça répond à un besoin bien précis, quoi. Mais j'ai jamais travaillé avec, donc je ne serais pas après donner une opinion plus que ça. Je connais juste, et puis j'ai déjà vu le framework et je suis déjà allé sur la doc et tout, mais sans plus. Bon, a priori, si tu n'as quand même pas travaillé avec, c'est que tu n'as pas dû y voir non plus un grand intérêt, quoi. Ouais, mais après, c'est aussi, le back-end est vaste, hein, donc après, il y a tellement de choses que bon, c'est difficile de tout travailler. Moi, c'est vrai que je suis très spécialisé dans le back-end pur, avec des besoins quand même assez chevelus. Donc, en fait, c'est vrai que voilà, forcément, moi, ma façon de travailler et les outils que je vais utiliser, ils sont quand même bien définis par le domaine et la façon dont je travaille. Mais oui, j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur Strapi. Pourtant, j'en ai fait. Je crois que j'ai fait 7 ou 8 frameworks jusqu'à maintenant. Donc, Et alors, attends, il y avait une question tout à l'heure. En base de données, tu préfères, ça me fait rire, mais MongoDB ou MySQL? C'est une question un peu bizarre. Non, mais pareil, j'en parle dans mon doc. Je vais en précision dans toutes les bases. Je préfère aucun des deux, évidemment, parce qu'il n'y a pas de préférence entre les deux. Je pense ça dépend des besoins, ça dépend de plein de choses. Mais de manière générale, après des années, je suis quand même beaucoup plus. En tout cas, ça dépend. Après, ça dépend des besoins. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut jamais répondre de manière absolue. Mais beaucoup de fois, je pars beaucoup sur du SQL maintenant aujourd'hui. Mais je crois que c'est ce que tu dis dans ta note, c'est que MongoDB, ça peut être très bien dans certains cas, mais en aucun cas, ça nous exempte de connaître SQL. Ah, de toute façon, oui, aujourd'hui, si vous voulez être un développeur, vous allez faire du SQL un jour ou l'autre, hein. Même ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, même les techniciens savent faire du SQL. Donc, si un technicien est capable de faire du SQL en tant que développeur, vous devez être capable, c'est obligatoire. Donc, oui, vous allez en rencontrer. Moi, j'en ai rencontré même dans des domaines qui ne sont pas du développement. C'est pour ça que les techniciens savent en faire aussi. C'est parce que ça se retrouve partout, dans des outils, dans des choses. Vous allez rencontrer du SQL à un moment ou à un autre dans votre carrière. Ça ne veut pas dire que vous êtes un dieu en SQL, évidemment. C'est pas forcément nécessaire, mais Dieu ou une déesse, évidemment. Mais voilà, vous allez rencontrer du SQL. Donc, ouais, c'est important. Et puis, même parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont des fanatiques de MongoDB. Ils n'ont jamais rien fait d'autre que MongoDB. Donc, en fait, comment vous pouvez être si sûr de votre opinion quand vous n'avez jamais connu rien d'autre? Donc, il y en a, effectivement, qui sont dans des projets. Ils ne se rendent même pas compte à quel point ils galèrent
alors que finalement, leur projet aurait été plus simple en SQL aussi. Mais après, encore une fois, ça dépend des projets, ça dépend des besoins. Moi, je travaille avec MongoDB, je travaille avec MySQL, je travaille avec plein de bases, mais ça dépend des besoins. Mais en tout cas, j'ai rien contre les deux. Enfin, je ferais peut-être pas trop de MySQL aujourd'hui. Je suis pas fan, plutôt PostgreSQL que MySQL maintenant. Et ça me fait penser, je crois que j'avais vu un de tes commentaires, Mongoose vomit. Qu'est-ce que tu reproches à Mongoose? Ouais, non, mais Mongoose, ça fait parce qu'en fait, MongoDB, c'est pareil. Si vous travaillez avec MongoDB, il y a une façon de travailler, une façon de concevoir la donnée pour utiliser MongoDB à son maximum de performance. Mongoose, par exemple, bah, ils ont une approche de la structuration des données qui est ultra limitée. Alors moi, j'ai fait une plateforme as a service avec MongoDB, donc je peux en parler. Et Mongoose est catastrophique, en fait. Mongoose a des limitations incroyables. Il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Il y a des performances pitoyables. Et ça vous force à faire du MongoDB d'une façon qui est complètement contre-intuitive. En tout cas, vis-à-vis de MongoDB et de comment se construit MongoDB. Parce que moi, quand j'ai commencé MongoDB, le premier truc que j'ai fait, je me suis tapé toute la doc. J'étais dans ma période, il faut lire toute la doc pour bien comprendre les choses. Et je l'ai fait et j'étais content. J'ai découvert plein de choses et ça m'a. Je pense que beaucoup ne le font pas justement. Alors que la doc MongoDB est très complète et ça vous initie justement à comment faire du MongoDB de manière plus sérieuse et correctement. Et bon, il y en a qui ne le font pas sérieusement. Et bon, bah, moi, en tant qu'expert, encore une fois, j'aime beaucoup MongoDB et Mongoose. Bon, je ne suis pas fan du tout d'Alib parce que professionnellement, je l'ai déjà rejeté pour les raisons que j'ai citées. Mais effectivement, j'ai rencontré professionnellement des projets où les gens font du MongoDB. Ils auraient pu faire du SQL, leurs besoins auraient été 20 fois plus simples. Ils ont complexifié pour rien. C'est immaintenable. Donc moi, en tant qu'expert, je peux pas cautionner ça, d'avoir fait un mauvais choix. Mais c'est compréhensible. Il y en a qui ont connu que ça. Il y en a, ils ont pris ce choix-là parce qu'ils ont connu que ça. Ils n'ont rien vu d'autre. Donc pour eux, MongoDB, ce qu'ils ont fait sur MongoDB, bah, ça paraissait bien. Parce que bah, quand tu connais que ça, bah, tu ne peux pas comparer avec une expérience autre pour te dire ah bah en fait on a fait 40 fois plus compliqué quoi. Et donc c'est difficile des fois d'avoir cette vision-là sans l'expérience. Moi, j'avais commencé MySQL par exemple à 14 ans, en même temps que PHP, 13-14 ans, parce que forcément qui dit PHP, qui dit qu'à un moment donné j'ai dû avoir une base de données derrière, donc je me suis mis au SQL aussi. Donc moi c'est vrai que je savais, même professionnellement j'ai fait beaucoup de SQL, du Microsoft SQL, plein de choses, SQLite, etc. Donc, j'avais déjà cette expérience. Donc, moi, j'ai été ultra content de découvrir MongoDB parce que ça m'a ouvert des perspectives que je n'avais pas avant. J'ai découvert plein d'autres choses et je pense que ça m'a enrichi. Mais je pense qu'effectivement, beaucoup font l'erreur parce qu'ils n'ont connu rien d'autre. Donc, finalement, ils s'embourbent un peu dans ce truc MongoDB. Et je peux comprendre que des fois, quand il y a des gens qui disent bah, en fait, il ne faut pas faire du MongoDB pour ce projet-là, bah, il y en a qui sont un peu révoltés parce que quand tu fais que ça et que tu n'as connu que ça remet un peu en question ton parcours et tes compétences. Donc, ça crée des tensions un petit peu. Ok, mais j'ai l'impression quand même dans ce que tu dis, c'est que tu vois, une manière quand même de viser un peu l'expertise, tout ça, c'est de prendre quand même le réflexe de lire la doc et pas de se contenter de manipuler peut-être des outils que voilà, tu as peut-être un peu survolé. Il faut vraiment aller au fond des choses et se farcir, entre guillemets, un peu tous les dessous de certains frameworks. Lire la doc, c'est le meilleur conseil ever. De toute façon, quand j'ai des juniors, ils me posent une question, je leur dis lis la doc. Parce que je sais que c'est dans la. Enfin, parce qu'à titre personnel, je sais que ce qu'ils cherchent est dans la documentation. Donc, je leur dis lis la documentation. Et vous voyez, là, c'est la différence entre peut-être un développeur qui lui aurait donné la réponse et moi en mode mais la réponse, elle est dans la doc. Donc, si tu ne l'as pas lu, va la lire. Et donc, je lui ai déjà donné une piste et c'est dans la doc. Donc, ta réponse est dedans. Donc, maintenant, tu n'as plus qu'à chercher dedans. Mais ouais, ça, c'est surtout chez les juniors, mais même, enfin, pas que chez les juniors, chez les jeunes, ils se disent seniors, ils vont utiliser un package, ils vont galérer pendant 3 heures, et je leur ai dit, mais t'as regardé la doc, c'est la réponse est dedans. Ils font, ah ouais, putain, merde, c'était écrit dedans. Ouais, donc si tu veux bosser avec quelque chose, il faut le lire, et malheureusement, en tant que développeur, on a l'habitude de scroller. On scrolle, mais même moi, en tant qu'expert, hein, ça peut être quelque chose qu'il faut combattre et apprendre, parce que des fois, on a la flemme de lire, il y a tellement de choses. On apprend à scroller et à voir avec les yeux ce qu'on veut, mais des fois, c'est traite
Parce que quand on travaille sur des sujets, il faut vraiment se poser et lire la doc. Et c'est ce que j'ai fait pour certaines bases, comme MongoDB, mais SQLite aussi. J'ai dû travailler sur des projets très sérieux en SQLite. Je me suis fait la doc de A à Z et j'étais très étonné. J'ai appris des trucs de fou furieux. Ça faisait des années que je faisais du SQLite et je me suis dit, mince, ça marche comme ça. Je n'étais pas au courant. Et on se rend pas c'est compte. ça, c'est qu'on utilise des choses, en fait, on ne sait pas exactement comment ça marche derrière. C'est un peu chamanique parfois. En tout cas, plus on arrive à mon niveau, moi, à mon niveau, j'ai plus le choix. Enfin, au niveau que j'atteins aujourd'hui et avec les gens avec qui je travaille, des fois, on a des groupes de travail, les mecs, ils vous sortent un document de 40 pages et ça y est, il faut que tu lises. Il faut aimer étudier parce que il faut passer son temps à lire parce qu'il n'y a que ça à faire, quoi. Donc, c'est vrai que moi, à mon niveau, c'est devenu le top du top. Et même quand je travaille sur des sujets, faut lire des RFC, ce qui est encore moins drôle. Ça devient vraiment difficile. Mais bon, après, plus on va dans la complexité, moi, lire un README, c'est devenu simple. Donc, je veux dire, c'est devenu un camp de vacances pour moi, comparé à une RFC où c'est une torture. Mais voilà, ouais, lire, c'est super important. Et beaucoup, malheureusement, ont pas ce réflexe. Ils vont scroller, ils vont pas regarder vraiment, ils vont pas lire vraiment. Et finalement, la réponse était sous leurs yeux, quoi. Ouais. Mais peut-être que, parce que c'est vrai que quand tu es dev junior, bon, déjà, tu maîtrises à peine ta stack. Si tu commences à te farcir toutes les docs du monde, je pense que ça va te faire peur. Peut-être qu'un beau moyen, c'est quand même de piocher dans la doc. Et puis, pour toi, ça, au fur et à mesure. C'est pour ça que travailler JavaScript, c'est important aussi. Parce que quand vous lisez une doc, il y a probablement du JavaScript dedans. En tout cas, tout va s'axer autour de JavaScript. Les exemples vont être en JavaScript et tout. Et donc, forcément, si vous avez déjà des lacunes sur les fondations, vous allez lire des choses que peut-être vous n'allez pas comprendre. Alors que, effectivement, moi, je le vois de toute façon avec mes juniors, on travaille intensivement JavaScript et les choses vont beaucoup mieux. En fait, ils commencent à mieux comprendre, à beaucoup moins galérer, à se dire, ah là, je lis un truc. Peut-être que c'est un code qui est compliqué, qui leur demande de comprendre une logique, une abstraction, un pattern. Mais si déjà ils n'arrivent pas à lire le code, bon, ils sont morts. Le pattern, c'est un problème qui va après comprendre comment les choses sont agencées, etc. S'ils ne sont pas déjà capables de comprendre qu'est-ce qu'une promise. Et puis voilà, il y a des codes où il peut y avoir des choses un peu particuliers dedans, des exemples un peu plus chevelus en JavaScript, qui même là, si vous avez de l'expérience, même un junior ne saura pas lire. Et moi, c'est pour ça que je torture mes juniors. Je les torture avec des exercices et des codes qui sont que en temps normal, il y a des développeurs, je suis sûr qu'ils ont 6 ans d'expérience, ils les ont jamais vus de leur vie. Mais je les torture avec des codes comme ça parce que je les oblige à aller voir ces docs-là, à comprendre comment ça fonctionne. Et en moins, derrière, ils sont fluides, quoi. Parce que tu as posé parce que après, ça permet d'avoir des super bonnes fondations, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, ils n'ont plus qu'à lire la doc. C'est ça. Ouais, mais du coup, tout devient plus facile, quoi. Ouais, exactement, tout devient plus facile, ouais. Ok. Et quand tu as parlé un peu des patterns, tout ça, ça m'a fait penser un peu à tout ce qui est sujet clean code, etc., qu'on voit absolument pas en école de code. Toi, est-ce que tu vois typiquement les pratiques comme TDD, etc., c'est des choses que tu l'évoques un petit peu dans ton document sans t'étaler dessus. Est-ce que toi, c'est des pratiques que tu as au quotidien? Le clean code, c'est sûr que c'est devenu un standard. Alors moi, dans mon doc, je mets quand même des contre-références qui critiquent le clean code. En fait, moi, je suis quelqu'un de neutre. Je suis quelqu'un qui aime bien être neutre parce que je suis dans le principe que si on s'acharne dans un domaine et qu'on n'a pas la critique et qu'on ne prend pas en compte la critique, c'est qu'on fait probablement on fait probablement de la dette technique parce qu'on s'enferme dans une bulle. Donc, c'est vrai que je me fais critiquer là-dessus parce qu'il y en a qui veulent pas être neutres, qui veulent avoir des opinions bien tranchées là-dessus. Mais moi, c'est vrai que j'en ai pas trop. Mais le clean code, oui, c'est clair que c'est super important. Des choses comme bien nommer intelligemment ses variables, ça va rejoindre même d'autres pratiques comme le DDD, etc., le BDD. Donc, tout ça, ça va vous amener à être un bien meilleur développeur, sachant que tout ça, c'est quand même compliqué. Des fois, c'est même un peu abstrait. C'est à vous de choisir et à bien comprendre dans quelle situation vous devez bien nommer. Donc, le clean code et tout, c'est super intéressant. Les contre-exemples aussi, les critiques que j'ai mis sont intéressantes. Je les trouve très pertinentes sur les problèmes, par exemple, du bouquin de Martin Fowler, je crois, de Clean Code. Justement, quelles sont les critiques de ce bouquin-là? Et donc, c'est très intéressant aussi. Ça ne vient pas contredire le fait de faire du Clean Code. Pour le TDD, moi, ce que je dis, c'est que les tests, c'est super important. Moi, je suis pas un pratiquant absolu de TDD. En tout cas, je travaille avec des gens qui font du TDD, etc. Donc,
c'est une pratique que j'accepte, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est pas une pratique que j'affectionne particulièrement à titre personnel. Mais pour autant, dans mon doc, je le dis, je donne des ressources justement qui sont pour, contre, et à pas se tromper. Par contre, moi, je fais des tests. Tous les gens qui me connaissent, moi, je teste très rigoureusement mes codes. J'ai une façon aussi de travailler aussi qui est un peu particulière, qui me permet probablement justement de ne pas suivre trop des principes de TDD. J'ai ma propre façon d'imaginer les choses, l'architecture, etc. En tout cas, les gens avec qui je travaille en TDD l'ont remarqué et ont compris pourquoi je travaillais d'une certaine façon aussi. Mais par contre, oui, tout ça, c'est super important d'aller les suivre. Si vous voulez des méthodologies, etc., c'est des choses qui existent pour des raisons particulières. Après, effectivement, il ne faut pas s'enfermer dans une bulle. Comme certains le font malheureusement, ils vont devenir aussi très toxiques. J'ai déjà des développeurs très toxiques qui vont dire tu fais pas de TDD, t'es une grosse merde. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai rencontré des ingénieurs ultra talentueux et ultra brillants qui font du testing et qui font des projets très sérieux et qui n'ont jamais fait de TDD. Donc, c'est l'open source. Ça, c'est le côté open source où moi, je rencontre beaucoup de développeurs et tout aussi. Donc, je peux pas être radical à ce niveau-là et me dire non, c'est pas possible. J'ai pas rencontré des gens. Donc, pas s'enfermer dans des bulles parce qu'on a tendance à devenir toxique vis-à-vis de ça. Il faut rester ouvert au reste et peut-être ouvert à quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas encore découvert. Donc moi, généralement, je suis comme ça. Je suis comme ça même avec mes développeurs. Je suis prêt à tout voir, tout entendre, prendre toutes les critiques parce que ça me permet d'être plus fort derrière. Je fonctionne avec la même chose pour des questions, par exemple, est-ce que l'orienté objet ou le fonctionnel, moi, je suis dans la team, écoute, je vais apprendre à faire les deux de manière je vais devenir super fort dans les deux et puis en fait, ça me va très bien. J'ai pas besoin de choisir mon camp. J'ai pas le sentiment qu'il y a un camp à choisir. Ça dépend des besoins, ça dépend du contexte et des ingénieurs avec qui je travaille aussi et je suis à l'aise avec les deux quoi. Et donc je pense pas qu'il y ait ce délire d'aller choisir des camps, etc. C'est peut-être simple de choisir un camp finalement parce qu'on s'y fixe, mais moi je suis pas dans ce délire. Mais ouais, en tout cas, ouais, si vous voulez devenir bon, et même si vous visez des très bonnes équipes, il est très fort probable que des très bonnes équipes vont vous interroger sur les tests, sur le craftsmanship, sur tout un tas de choses comme ça. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, elles vous attendront pas forcément que vous soyez fort, parce qu'évidemment, si vous êtes un junior, elles vont pas non plus, les gens sont pas des connards non plus, hein, mais que vous soyez intéressé, que vous aimez faire du code qui soit propre, que vous avez l'envie de construire des bons codes. Donc ça, si vous visez une bonne équipe, c'est obligatoire. Vous allez vous prendre effectivement des questions et ils vont vous tester ou en tout cas parler avec vous de ces choses-là. Parce que quelqu'un qui s'y intéresse pas du tout, etc., ils vont se dire est-ce que ça va y aller ou qui est complètement contre, ça sert à rien. Si une équipe fait du TDD complètement, elle voudra effectivement que vous fassiez du TDD aussi. C'est logique. Donc voilà. Donc forcément, ouais, c'est des sujets très importants qu'on n'apprend pas non plus à l'école. Mais en même temps, on ne les apprend pas parce que c'est aussi un peu plus long. Ça demande quand même, en termes de pédagogie, c'est des sujets qui demandent plusieurs semaines de travail, je pense, même plusieurs mois. Ouais, mais donc du coup, après, nous, on se retrouve à devoir travailler ça un peu de manière autonome, quoi. Ouais, forcément, les juniors se retrouvent à devoir les travailler tout seuls, ouais, effectivement. Et c'est pas facile quand tu es dev junior parce qu'en plus, tu n'as pas forcément travaillé sur des gros projets, donc tu t'es pas heurté à certains types de problématiques, donc tu perçois pas forcément l'intérêt. C'est pour ça que moi, je pousse pas mal. J'aime bien en parler avec les experts pour qu'ils puissent dire aux juniors quel est l'intérêt, comment on apprend la théorie, comment on met en pratique et pourquoi on le fait pour plus tard surtout. Ouais, mais en tout cas, c'est marrant parce que tu vois, le TDD, je trouve que c'est un sujet qui est très clivant et c'est intéressant ta position, tu vois, de rester un peu plus loin de ce clivage-là. Et en fin de compte, ta réponse, c'est juste de dire que toi, tu as ta propre méthodologie de travail et c'est ça qu'il faut trouver. C'est notre propre méthodologie de travail qui a un sens, quoi. Ouais, en tout cas, moi, sur ce côté, parce qu'effectivement, il y a des clivages et malheureusement, ces clivages font qu'il y a des batailles et moi, j'aime pas ça. Moi, à partir du moment où les gens s'engueulent, deviennent toxiques entre eux, parce que je les vois dans les communautés, hein, j'en ai, voire même sur LinkedIn, les mecs, ils finissent par s'insulter et moi, je suis en mode, mais qu'est-ce que ça apporte en fait? Ça nous apporte rien, ça apporte rien aux gens qui lisent, parce que tout ce qu'ils voient, c'est que les gens, ils s'insultent. Et en fait, on n'a toujours pas résolu nos problèmes, on a toujours de la dette technique parce que si les gens sont dans une bulle et qui passent le temps à se cliver comme ça, etc., finalement, on fait pas, pour moi, on ne va pas vers le code justement qui a de la qualité. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de s'écouter comme ça. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup, je donne des références, notamment une vidéo de Tony
sur le sujet parce que voilà, bah, Tony, c'est quelqu'un, voilà, il fait du TDD et je m'entends très bien avec lui parce qu'en termes de mentalité, il y a ce côté-là où on peut discuter sans être toxique et on peut échanger des opinions, une façon de voir et évoluer ensemble. Voilà, et sans se juger de dire ah, voilà, toi tu fais ça, donc je t'aime pas en fait, et puis t'es pas bon, parce que c'est pas le cas. Et donc effectivement, moi ma position c'est bah oui, effectivement travailler ces choses-là. Soyez pas dans une bulle parce que généralement bah, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et c'est pas que dans les tests, c'est dans plein de sujets finalement où on se met dans des bulles comme le langage. Hein, le langage, enfin moi je fais bien d'autres choses que du JavaScript aussi. Hein, donc les gens des fois s'imaginent que je suis dans une bulle en JavaScript, mais je fais aussi du C++ énormément. J'aimerais bien faire du Rust, du Haskell, donc je suis pas non plus enfermé dans JavaScript et tout. Donc il faut pas non plus se mettre dans des bulles comme ça, quoi. Pareil pour les outils, c'est important de rester ouvert, quoi. Et d'ailleurs, il y avait une question dans le chat tout à l'heure que j'ai vu passer. Axel qui disait je suis en 3e année de formation générale en informatique. Conseilles-tu de se spécialiser rapidement plutôt que de sortir en fin de formation avec les bases dans plusieurs technos? Ouais, se spécialiser, je pense que c'est quand même. Les gens ont un peu peur de spécialiser, mais je pense que c'est un peu une idiotie parce que pour moi, les gens qui se spécialisent pas, bah, c'est être relativement médiocre partout et ça va pas t'aider d'être médiocre partout. En fait, les gens ont une mauvaise vision de ça. Dans tous les cas, en fait, vaut mieux se spécialiser parce que les gens, en fait, quand ils pensent se spécialiser, c'est se bloquer dans un domaine. Mais ce qui est complètement faux, en fait, finalement. Moi, par exemple, en tant qu'expert Node, j'ai appris comment l'event loop a fonctionné, j'ai appris tout un tas de choses, j'ai appris V8, la virtual machine, j'ai dû apprendre tout ça. Donc, en fait, c'est des compétences où les gens, ils pensent que l'expertise et se spécialiser, c'est restreindre ses possibilités. Mais c'est pas vrai. Moi, mes possibilités, je les ai élargies monstrueusement. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a même des gens qui me disent, mais comment tu fais pour avoir ce niveau de connaissance? Mais parce que les gens, finalement, ils se disent, ils veulent tellement être un peu partout sur différentes technos, mais déjà, essayez de vous concentrer sur une. Si vous devenez excellent en JavaScript, je peux vous garantir que vous serez fluide dans d'autres langages sans problématique. Moi, par exemple, j'ai poussé. Bon, moi, je pousse le truc un peu loin. Moi, j'aime la torture. Mais j'ai appris l'aspect ECMAScript, comment elle est constituée, comment le langage est constitué, parce que forcément, je m'intéresse à tout ça. Et c'est des choses qui me servent dans d'autres langages. Je reviens dans d'autres langages et je me dis, mais en fait, tout ça, je comprends. Je sais pourquoi ça a été fait comme ça. Je sais pourquoi. Alors, pas dans tous les langages. Il y a des langages, justement, c'est pour ça que restez ne pas enfermer. Peut-être que demain, vous choisirez un deuxième langage qui n'a rien à voir et vous allez découvrir un tas de nouveaux trucs. Mais tout ça, ça va vous apporter plein de valeur. Pour le troisième, un jour, vous allez l'attaquer en mode, bon, dans 3 semaines, en fait, je suis fluide. Par exemple, j'ai jamais fait de Python. Enfin, j'en ai fait un petit peu pendant quelques jours. Je vais vous le dire, si je m'y mets sérieusement en 4 à 6 semaines, je deviens senior. Je pense que je peux même atteindre de l'expertise en l'espace de quelques semaines, alors que j'en ai jamais fait professionnellement. Parce qu'il y a tellement de similitudes avec tout ce que j'ai travaillé en termes d'outils, de comment le compilateur fonctionne, etc., que je suis capable d'avoir. J'aurais pas l'histoire, par contre, parce que Node.js, mon avantage, c'est que moi, j'en fais depuis quasiment 8 ans. Donc, forcément, on vit les choses à travers le temps, et ça, c'est quand même un avantage de fou. Plus la communauté, les gens qui nous connaissent, donc ça, c'est très important. Mais techniquement parlant, je peux me mettre en Python à l'espace de quelques semaines et être production ready. Donc, vous voyez, finalement, c'est là où les gens cherchent à avoir plein de compétences partout et ils se retrouvent à finalement n'en avoir que très peu. C'est vrai. Et il y avait un commentaire là dans le chat. Très souvent, tu sais, les offres d'emploi, elles te demandent aussi de maîtriser pas mal de technos différentes. Tu vois, ils peuvent très bien travailler en React, mais derrière, en fait, ils vont pas être en Node sur le back. Ils vont être j'en sais rien, en Python, en Java ou quoi que ce soit. Des fois, faut pas trop avoir peur de ça, tu vois, pour en parler. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des juniors qui font des erreurs critiques là-dessus aussi. Les gens, ils lisent les technos dans les posts et ils se disent, faut que je sois à fond sur toutes ces technos-là. Mais c'est pas, la plupart du temps, c'est pas ce qu'attendent les entreprises. Et d'ailleurs, ça peut être très négatif de se dire, je vais travailler sur tout ça. D'ailleurs, il y en a qui reçoivent des offres d'emploi. Il y en a une qui est en Go, l'autre qui est en PHP. Ils vont se dire, oh ouais, je vais me fumer en Go pour cette offre. Mais arrêtez, en fait, arrêtez tout de suite parce que vous perdez votre temps, vous n'allez pas être recruté. Donc, il vaut mieux effectivement se focus, peut-être même de faire un choix. Et c'est ce que je dis dans mon document pour le bac. Il y en a qui font pas de choix et c'est ce qui va les handicaper aussi énormément.
parce qu'il y a plus de chances que vous passez, par exemple, si vous vous focussez sur le front et que vous travaillez beaucoup le front, si vous prouvez votre valeur à l'entreprise, qu'en front, vous avez fait ce travail-là, mais bon, il vous manque le Java, imaginons. Ils vont se dire, OK, mais vu ce que tu as fait en front et ce que tu as été capable de démontrer, bon, on n'a pas le doute qu'en Java et avec l'aide éventuellement d'un développeur, on va réussir à te former, que tu vas nous apporter de la valeur. Et l'erreur que font beaucoup, c'est de se dire, ah ouais, il faut que je sois à fond sur tous ces trucs-là. Et finalement, vous allez arriver à l'entretien et vont se dire, bon, en fait, tu as juste vu vite fait les trucs, tu t'es pas. Et puis, ça ne va pas les intéresser parce que forcément, il y a des profils qui seront plus intéressants ou peut-être l'inverse, quelqu'un qui aura fait beaucoup de Java, du coup, sera intéressant sur la partie back. Et eux, en termes de tâches, ils se diront simplement, bon, bah, au début, on va le mettre sur des tâches plutôt back et il apprendra à faire du front petit à petit. Et voilà. Et donc, moi, c'est ce que je vois beaucoup dans les entreprises. Donc, des fois aussi, ne pas se focus sur ça ou alors vouloir faire trop de techno parce qu'on a 5 offres de job avec 5 technos différentes. Ne faites surtout pas ça. Vous n'allez pas être pris dans le job et vous allez. Je vois des juniors qui passent 2 semaines pour chaque offre à s'entraîner sur la techno de l'offre. Et je leur dis, mais non, mais vous perdez du temps. Travaillez sur une techno et visez les offres sur cette techno et vous allez mieux vous en sortir parce que sinon, dans les entretiens, les gens, c'est pas en 2 semaines que vous allez impressionner les gens et tout le monde travaille plus ou moins comme vous avec parce que voilà, il y en a qui disent vous êtes des personnes exceptionnelles, etc. Mais c'est faux. Je veux dire, beaucoup de gens travaillent très dur pour avoir ces jobs-là, etc. Et donc forcément, vous êtes en concurrence avec des gens qui ont mis tout autant le même investissement ou un travail même bien supérieur. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de se spécialiser et pas vouloir aller dans 80 trucs, surtout si vous faites du web dans l'écosystème JavaScript, il y a trop de choses. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est compliqué. Ou alors vous êtes comme moi, vous en faites depuis. Enfin, moi, j'ai commencé en full stack, mais ça faisait déjà des années que je faisais du développement, donc c'est pas pareil, on ne peut pas comparer, quoi. Aujourd'hui, je recommencerais de zéro, ce serait dur. Faire du full stack comme ça, dans l'écosystème qu'on a aujourd'hui, il y a tellement de choses à apprendre, mais c'est très difficile. Bon, je souhaite bon courage à ceux qui veulent le faire, mais effectivement, s'ils veulent le faire, il faut travailler énormément. Sinon, il faut un peu plus se spécialiser dans ce qu'on a envie de faire, le node ou le front, où chacun après choisit un peu son parcours, quoi, qui l'intéresse. Ouais, mais je pense que c'est hyper important ce que tu dis là, Thomas, parce qu'effectivement, tu vois, vis-à-vis de la multitude d'offres de jobs, tu vois, de tous les langages qu'on peut avoir sur ces offres, effectivement, ça peut être un peu perturbant pour certains devs, tu vois, qui veulent du coup être un peu sur tous les fronts. Moi, j'ai pas mal ça. Hein, nous, on demande souvent aux devs ce sur quoi ils veulent s'améliorer ou pousser leurs compétences. Et en fait, il y en a plein qui te disent qu'ils veulent faire du Java, du Python. Et en fait, effectivement, nous, notre réflexe, c'était plutôt de dire, nous, dans ce réseau-là, on fait plutôt du JavaScript et on te conseille, en tout cas, nous, de te spécialiser plutôt sur un langage pour l'instant. Comme tu es dev junior, c'est quand même plus simple de bien maîtriser quelque chose. Et puis après, effectivement, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe en C, en C++, etc. Bon, on arrive déjà à la fin du webinaire. Ouais. Est-ce que merci beaucoup déjà. Et est-ce que pour finir ce webinaire, tu peux peut-être conseiller un livre ou un site qui autre que ta super note, hein, parce que effectivement, elle est très très utile pour en tant que roadmap pour devenir un bon dev node. Mais est-ce que tu as un livre toi qui t'a marqué que tu pourrais conseiller aux dev juniors? Ouais, en termes de livres, c'est ceux que j'ai mis dans ma note, hein, qui m'ont forcément, mais enfin, il n'y en a pas non plus 20 000 des livres. Mais moi, Axel Rochemayer, en termes d'auteur, par exemple, JavaScript for Impatient Programmer, donc là, JavaScript pour les développeurs impatients. Le nom est là aussi pour les développeurs qui veulent apprendre assez vite. Et j'aime beaucoup le style d'Axel Rochemayer parce qu'il mixe explication et code en même temps. Et c'est des codes notamment qu'on peut très vite prendre et exécuter. Ça, je le dis à mes juniors aussi, n'hésitez pas. Vous ne sentez pas que vous avez des chaînes, prenez les codes, exécutez-les dans Node. Justement, dans Node, ça permet d'exécuter très rapidement un morceau de code et regardez ce qui se passe, expérimenter. En fait, c'est super cool. Et puis, si on se pose des questions, on peut éventuellement creuser un peu plus, aller ouvrir une autre doc. Donc, ouais, Axel Rochemayer, je suis très fan. Et moi, c'est ce qui m'a permis aussi il y a quelques années de pousser mon niveau de JavaScript encore plus loin.
Je me suis quasiment fait tous ces livres d'affilée, quoi. À passer à relire. Je pense que de toute façon, même beaucoup des experts de l'écosystème, Axel Rochemayer, c'est une grande référence en termes d'articles de travail et de vulgarisation, surtout. C'est un excellent vulgarisateur. Il vulgarise des problèmes ultra compliqués comme personne. Donc, moi, je conseille fortement. Après, voilà, il y en a d'autres, mais moi, je conseille ces bouquins-là. Il en a plusieurs, mais JavaScript pour les développeurs impatients est pas mal. J'aime beaucoup. Ok, j'avais commencé justement, suite à ta note, j'avais vu que tu en avais pas mal parlé. Effectivement, Ouais. je trouve que c'est assez agréable à suivre. Parce qu'on n'a pas toujours le réflexe, en plus de lire des livres quand tu es dev, tu vois, plutôt d'aller sur Internet, regarder des tutos. Ouais. Alors que pourtant, parfois, les livres, ça peut être assez efficace. C'est surtout qu'il est en version, vous pouvez l'avoir en ligne. En plus, il y a une grande partie qui est gratuite, hein, si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, hein, Ouais. c'est cool. Je crois que peut-être même tout quasiment maintenant est gratuit, il me Moi, semble. j'avais vu que c'était gratuit aussi, c'était Mhm. dispo. Ouais. Et donc, des fois, si vous voulez juste travailler un sujet, vous regardez le sommaire, il va vous parler, il y a une section avec les tableaux, par exemple, et vous allez dans les tableaux, et si vous voulez vous améliorer en tableau, vous lisez la partie sur les tableaux. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que des fois, peut-être il y a des sujets qui vous intéressent moins que d'autres dans le langage à un certain moment, et puis vous pouvez travailler sur ça, ou peut-être que vous travaillez sur un sujet et vous dites, là, les tableaux, je suis en galère. Finalement, je vais m'aller me lire la section sur les tableaux, ou même coupler ça avec les exercices Note School, ou me dire, je vais m'entraîner sur ces tableaux. Vous prenez 2-3 heures et puis vous revenez, et puis votre problème n'est plus un problème, quoi. Vous êtes beaucoup plus fluide. Mm. Bon, super. Écoute, mille merci Thomas, franchement, pour tout ce regard de l'intérieur de Node. Et c'est marrant parce qu'au final, tu vois, on a beaucoup parlé de JavaScript. Et je pense que c'est un peu ça aussi la conclusion. Yes. Node, il faut absolument être un super bon dev JavaScript. Et qu'il y a beaucoup de ressources qui existent pour bien maîtriser ces langages-là. Donc, un grand merci Thomas pour avoir partagé ton expérience et nous avoir donné toutes ces infos. De rien. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Salut.